Merci de l'avoir accepté. Donc, j'ai reçu votre trame d'interview. On fait comme vous voulez, hein. Moi, on peut directement passer aux questions. Je parle 5-10 minutes, comme vous voulez. Écoutez, vous préférez faire une petite… Non, bah écoutez, je vous propose que l'on parte sur la base des quelques des premières questions, en tout cas, que l'on vous Génial. a proposées, et puis ensuite que l'on organise un échange avec l'ensemble des personnes présentes en ligne. Si vous en êtes d'accord, je me chargerai Oui. de modérer, de prendre les questions. Vous pensez avoir combien de personnes en ligne? Écoutez, nous avons 271 personnes qui se sont inscrites. C'est bien, bravo, hein. Donc, c'est notre conférence de rentrée. Voilà. Génial. Oui, je lisais également que dans le cadre de vos activités politiques et de premier magistrat, notamment de la Garenne-Colombes, vous aviez des relations privilégiées avec le Liban, et que vous Ouais. organisiez également des manifestations pour les lauréats d'un concours de francophonie. Ça sera envisageable cette année encore? C'est une initiative qui continue Au à… Liban, au Liban, je fais deux choses. J'ai jumelé ma commune avec une commune libanaise, Darun Harissa, Notre-Dame du Liban. Et puis, il y a maintenant 12 ans, 11-12 ans, j'organise dans le sud Liban, dans la zone de la Finule, un concours de la francophonie auprès des écoles publiques, privées, chrétiennes, sunnites, chiites, enfin tout le monde, avec le concours d'armée française, le bataillon français qui est là-bas. On choisit chaque année un thème lié à l'histoire de France ou à la littérature française. Les enfants et leurs professeurs écrivent une pièce de théâtre. De 4-5 minutes, ils la jouent, ils sont 4. Et les éliminatoires sont organisés par l'armée française. Et moi, je viens pour la finale. Et je repars avec les 4 premières classes. Et il reste une semaine chez nous, à la Garenne, logé chez mes concitoyens. Et je suis frappé. Enfin, voilà, on bâtit, si vous voulez, une amitié franco-libanaise du long terme avec des tas d'enfants dont certains peut-être auront un rôle important dans la vie de leur pays. Donc c'est du travail de très long terme. Voilà. Vous y êtes rendu récemment? Vous essayez Alors malheureusement, je devais y aller au mois de mars. Ouais. Et puis il est arrivé ce qui s'était arrivé. Donc j'ai repoussé. Je ne sais pas quand je vais y aller. Donc je suis un peu embêté. J'aimerais bien y retourner, ne serait-ce que par amitié pour les amis que j'ai là-bas, parce qu'ils sont assez sensibles au fait voilà, qu'on s'occupe d'eux, qu'on se préoccupe d'eux. Enfin, le sujet est vraiment là. Vous avez vous-même des liens avec le Liban? Oui, je suis moi-même franco-libanais, et nous avons de surcroît, comme vous l'imaginez, beaucoup d'alumni de Sciences Oui. Po, de diplômés et d'étudiants, évidemment, qui sont libanais ou en double nationalité. Sciences Po a beaucoup d'universités partenaires au Liban également, hein, quatre universités partenaires. C'est avec Israël l'un des rares pays du Moyen-Orient où l'on peut aujourd'hui envoyer de manière significative des étudiants de Sciences Po en échange. Ah oui. Donc, oui, on en envoie quelques-uns en Égypte également, mais c'est véritablement… Les échanges se font essentiellement avec quelle structure là-bas? Alors, se font principalement avec l'Université Saint-Joseph, avec les UB, l'université américaine, avec la LAU, la Lebanese American University, et également avec, depuis 1 an et demi, avec l'ESA, l'École supérieure des affaires. Donc on envoie chaque année des étudiants dans ces
établissement et on reçoit en retour évidemment des étudiants libanais qui viennent faire un semestre ou une année d'études à Sciences Po. Ok, bon, beau pays. Moi, je suis corse, donc quand je vais au Liban, j'ai l'impression d'être un peu chez moi. Et c'est ça. Et vice-versa, quand les Libanais sont en Corse, ils retrouvent en effet le goût Des odeurs et des trucs, quoi. et la lumière de la montagne Bien sûr. libanaise. En effet. Je propose qu'on attende encore une ou deux minutes, nos diplômés se connectent et que nous débutions pour tenir l'heure que vous nous avez accordée à 19h30. Et vous faites des zooms jusqu'à combien de personnes? Écoutez, on a fait pendant le confinement des zooms jusqu'à, oui, on a eu plus de 300 personnes, C'est génial. voilà, ce qui pour une association comme la nôtre est très, très significatif. Ouais, bien sûr, c'est génial. Hein. Ouais, ouais, c'est très significatif et je crois que les participants ici présents aujourd'hui ne nous détromperont pas, mais le confinement a poussé notre association, au même titre que beaucoup d'autres entités, à se réinventer par le biais du digital et d'une certaine façon à faire revenir une partie de notre communauté de diplômés à nos manifestations qui, en effet, reconnaissons-le, étaient très souvent organisées à Paris Et donc fermé aux autres. Ouais. voilà, sachant que Sciences Po, c'est aujourd'hui un réseau de 90 000 diplômés partout dans le monde qui sont sur des créneaux horaires différents avec des sections internationales dans plus d'une cinquantaine de pays et par conséquent l'obligation pour nous de toucher l'ensemble de ces diplômés où qu'ils soient dans le monde. Et ça, c'est vrai que la digitalisation a permis d'organiser à différents créneaux horaires, sur différents créneaux horaires, et nous a permis également d'enregistrer des événements qu'on peut ensuite voilà, voir en replay. Ok. Là, donc, on passe quoi, une heure et demie ensemble? On passe une heure ensemble jusqu'à 19h30. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis à vous, allons-y. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Alors, mesdames, messieurs, chers alumni, bonsoir à toutes et à tous. Et au nom de notre président, Pascal Perrineau, je tiens à vous souhaiter la bienvenue, à vous saluer chaleureusement après ces quelques semaines de trêve estivale. Nous espérons que vous allez bien et nous sommes évidemment très heureux de vous retrouver pour cette conférence de rentrée autour du professeur Philippe Juvin. Alors, docteur Juvin, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à venir faire le point sur la situation sanitaire en France, à débattre avec nos diplômés, avec les étudiants de Sciences Po également présents ce soir. Alors, en cette période de rentrée, l'épidémie de coronavirus connaît un rebond en France et dans le monde. Certains pays ont décidé de reconfiner toute ou partie de leur population, c'est-à-dire le cas d'Israël qui a annoncé aujourd'hui un reconfinement général à partir du 18 septembre prochain. D'autres pays ont fait le choix de renforcer les mesures d'endiguement du virus. Alors en France, depuis quelques semaines, les autorités ont préparé un protocole sanitaire pour les écoles, les entreprises. Et face à l'évolution inquiétante de la pandémie dans notre pays ces derniers jours, le Premier ministre Jean Castex s'est exprimé vendredi dernier. Alors la gestion de la crise par le gouvernement suscite de nombreuses critiques, accusations d'impréparation, manque de clarté,
problème d'autorité. Bref, nombreux sont celles et ceux qui reprochent au gouvernement ou aux décisions gouvernementales, en tout cas, leur manque d'efficacité. Alors, c'est notamment votre cas, docteur Juvin. Je rappelle, vous êtes chef du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Vous êtes également maire Les Républicains de la Garenne-Colombes. Vous avez été confronté de plein fouet à la vague qui a déferlé sur les hôpitaux parisiens au printemps dernier. Et aujourd'hui, vous vous inquiétez des conséquences d'une nouvelle vague sur le territoire français. Alors, aujourd'hui même, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines maintenant, Santé publique France indique une progression de la circulation du virus, une dégradation de la situation, une détérioration des indicateurs. Docteur Juvin, vous qui êtes chef de service des urgences d'un grand hôpital parisien, est-ce que vous pouvez nous dire dans un premier temps quelle est la situation à Paris et en Île-de-France, le principal cluster sur le territoire national, et est-ce que nous sommes effectivement en train d'assister à l'arrivée d'une deuxième vague? Docteur Juvin. Tout d'abord, merci de votre invitation. Je suis très sensible. Écoutez, c'est une question qui est... Bon, restons factuels. Ce qu'on observe depuis le début du mois d'août, c'est une augmentation du nombre de cas positifs, alors qui peut être expliquée par deux éléments. D'abord, c'est vrai qu'on teste beaucoup plus. Et évidemment, en médecine, quand on cherche une maladie, quand on fait des examens à tout le monde, il y a des gens chez lesquels on trouve la maladie. Donc c'est vrai que l'augmentation significative du nombre de tests est une des raisons du fait qu'on a plus de patients, enfin plus de gens positifs. Mais ce qui est aussi assez frappant, c'est qu'on observe que pour 100 personnes qui se font tester, la proportion de positifs augmente d'une manière tout à fait régulière et ininterrompue depuis le début du mois d'août. Nous ne sommes pas dans la situation catastrophique chaotique du mois de mars, quoique, et je reviendrai tout à l'heure, la situation n'est pas tout à fait comparable d'une certaine manière, elle peut être plus grave et je vous dirai pourquoi. On observe donc une augmentation du nombre de cas, un doublement du nombre de cas tous les 15 jours. Ça, c'est une statistique à peu près nationale. Et pour la région Île-de-France, on a des projections un peu inquiétantes qui nous mettent à 50% des lits de réanimation occupés fin septembre, première semaine d'octobre. Alors, en quoi est-ce préoccupant? Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et même si nous n'avons pas la vague extrêmement verticale qu'on avait pris dans la figure au mois de mars, mais une augmentation permanente des choses, il y a deux sujets de préoccupation. Le premier sujet, c'est que, en fait, nous avons moins de moyens pour prendre en charge les patients qu'au mois de mars. Ça paraît curieux, mais c'est ainsi. Pour une raison assez simple, c'est qu'au mois de mars, nous avions consacré la totalité du système de soins, la quasi-totalité du système de soins à prendre en charge les patients Covid. Et évidemment, il n'est pas question de refaire la même erreur parce que les autres patients l'ont payé très cher. Il y a une mortalité, une morbidité importante d'un certain nombre de pathologies. Ça, on peut plus le permettre. Et donc, d'une certaine manière, le taux de saturation des hôpitaux va arriver plus vite. Il est plus bas aujourd'hui et nous allons être saturés plus vite. C'est pour ça que si, fin septembre, nous sommes effectivement à la moitié des lits de réanimation occupés en Île-de-France, on considérera que nous sommes à saturation parce qu'il nous faut au moins l'autre moitié pour pouvoir soigner je sais pas, les cancers, les urgences digestives, les pneumopathies d'autres causes, les accidents de la voie publique, les maladies du cœur, etc., qui n'ont pas été soignés au mois de mars. Puis il y a un deuxième élément de préoccupation, un petit peu plus lointain, mais qui risque de nous frapper assez rapidement, qui est celui de la coexistence d'une reprise de l'épidémie de Covid, qui en réalité n'a jamais vraiment disparu. Donc, ce n'est pas vraiment une deuxième vague, c'est une reprise d'une épidémie qui avait été stoppée par le confinement et les mesures barrières. Et c'est la coexistence de cette épidémie avec une épidémie bien connue qui est celle de la grippe chez l'adulte et chez l'enfant et de la gastroentérite, c'est ce qu'on appelle le rotavirus chez l'enfant. Et donc c'est vrai que habituellement au mois de décembre, il n'est pas décembre, janvier, février, mars, il n'est pas rare que nous soyons submergés et embolisés dans nos activités avec une difficulté de prendre en charge d'autres patients par la seule grippe. Alors là, vous imaginez si on a la grippe plus le Covid, et donc c'est la deuxième raison pour laquelle, oui, nous avons une certaine inquiétude. Alors, on reviendra tout à l'heure sur
la question de la capacité d'accueil, puisque vous y avez fait allusion. Auparavant, une petite question sur le port du masque. La mesure a été généralisée dans beaucoup de grandes villes françaises. Les mesures encore décidées par un certain nombre de préfets sont en train d'évoluer ou vont évoluer dans les heures qui viennent. Selon vous, la question du port du masque, c'est une décision qui est inévitable et en fait, selon vous, quelle est l'efficacité d'une telle mesure? L'efficacité du port du masque, hein, tout dépend évidemment du masque, mais on va dire que globalement, il y a une efficacité évidente, à la fois pour celui qui porte le masque et pour celui qui est en face de celui qui porte le masque. Quand vous portez un masque, vous avez simplement une protection de vos voies aériennes qui est mécanique et donc qui fait que si je porte un masque, même un masque chirurgical, même un masque en textile que j'aurais moi-même concocté et que vous me toussez à la figure, eh bien, j'aurai moins de charge virale qui va entrer dans mes voies aériennes. Donc, je pourrais peut-être faire la maladie. D'abord, je peux éviter de faire la maladie, mais si je la fais, je peux la faire moins gravement. Il y a une relation, il faut bien le comprendre, entre la charge virale, le nombre de virus, particules virales qui rentrent dans votre bouche, dans vos voies aériennes, et la gravité potentielle que vous allez faire de la maladie. Donc, il faut porter un masque pour se protéger, il faut porter un masque pour protéger les autres. On sait très bien, il y a multiples papiers qui ont été publiés, et puis les réseaux sociaux sont là pour en faire une large publicité, que quand on parle, on produit un certain nombre de micro-gouttelettes qui restent en suspension dans l'air pendant un certain temps et qui peuvent être projetées à plusieurs mètres. D'autant plus que je parle fort, d'autant plus que je chante, d'autant plus que je crie, bien entendu. Quand les gens parlent fort, on parle jusqu'à 8-10 mètres. Donc, on est sur des choses extrêmement importantes. Et c'est pour ça que moi, j'ai été un de ceux qui a appelé au port du masque assez rapidement quand on a compris que c'était important. Et je suis un de ceux qui a poussé le gouvernement à prendre cette mesure salutaire qu'il a prise finalement au mois de juillet d'obligation de port du masque en milieu fermé. Alors là, je suis en milieu fermé, je suis dans mon bureau à l'hôpital, mais je ne porte pas de masque tout simplement parce que je suis seul. Évidemment, ça serait absurde de porter un masque quand vous êtes seul. Alors, est-ce efficace en zone extérieure? C'est plus complexe de l'analyser. Pourquoi? Parce que les facteurs confondants qui vous permettent d'analyser si vous êtes efficace ou pas sont multiples. La vitesse du vent, l'hygrométrie, la pollution atmosphérique, les particules, les PM10, les PM2,5 en suspension, tous ces éléments, la chaleur, tous ces éléments-là jouent un rôle. Est-ce que quand je marche, je projette plus loin, etc. etc. Donc, c'est difficile de répondre oui, ça marche, non, ça ne marche pas. Ça marche, bien sûr, mais l'efficacité est variable selon les circonstances. Et donc, moi, je suis un de ceux qui a plutôt poussé à ce qu'on mette le masque à l'extérieur, dans les zones denses. Mais vous voyez, quand je vais dans mon village en Corse, je suis tout seul dans la rue parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants. Exode rural le veut. Et quand je suis tout seul, il n'y a pas vraiment d'intérêt à... je croise parfois un chien ou un chat, mais même s'ils peuvent l'attraper, il y a moins d'intérêt à ce que je porte un masque. Donc il faut bien faire la différence entre les zones denses et les zones non denses. Je suis le maire de la commune de La Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine, donc c'est une ville plutôt dense en région parisienne. Toutefois, il y a 3 endroits où il y a du monde. Mais sinon, dans la plupart du temps, je ne sais pas qu'on croise personne, mais on peut se promener en croisant de loin les gens. Et donc, moi, je trouve que peut-être que les autorités auraient pu faire confiance plus qu'elles ne l'ont fait aux maires, MAIRES, dans la définition des zones, avec, et il faut bien comprendre toute la difficulté à laquelle s'est trouvé le gouvernement, c'est que évidemment, plus vous faites des exceptions, plus vous rendez la chose illisible. Et donc, les gens suivent moins les indications. On a eu la caricature, vous savez, au mois d'août, avec cette carte incroyable qui a fait rire tout le monde à Paris, où on ne comprenait plus, il fallait quasiment une boussole pour savoir si, quand on passait d'un trottoir à l'autre, etc. Donc, c'est vrai que Paris est probablement un peu différent. Paris, ils ont eu raison de tout mettre. Je pense que dans les autres villes, je ne parle pas des grandes métropoles, des grandes villes, Bordeaux, Marseille, je connais mal ces sujets. Et typiquement, en Petite Couronne, je pense qu'ils auraient dû s'appuyer sur les maires, qui auraient pu, je sais pas, mettre l'accent sur les 2-3 rues commerçantes. Maintenant, le masque, oui, il faut le porter, parce qu'en fait, c'est une balance entre l'ennui causé par une mesure qu'on prend et le bénéfice. Le vrai sujet, c'est qu'il faut que la société revive. Il
faut qu'on aille au théâtre, il faut qu'on travaille, il faut qu'on produise, il faut que nous sommes des animaux sociaux, donc il faut qu'on voit les gens. Vous voyez, cette réunion Zoom est très sympathique, mais moi, j'étais désespéré quand j'ai appris qu'on faisait ça par Zoom. J'aurais voulu vous voir, c'est quand même plus sympa. Eh bien, plus on va porter le masque, tout simplement, plus on va se contraindre. Vous réactivez le micro. Plus on va porter le masque, malgré, c'est embêtant à porter un masque, hein, j'en porte, ça fait depuis le mois de janvier que j'en porte, donc je veux dire, je ne suis pas un masochiste, hein, je le porte parce que c'est nécessaire, mais du coup, c'est grâce à ça qu'on peut vivre. En fait, si on testait beaucoup et facilement, on va probablement en parler. Si on avait beaucoup de lits de réanimation, on va peut-être en parler. Et si on portait le masque, on pourrait quasiment vivre normalement. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un principe de précaution. Justement, vous avez à plusieurs reprises reproché au gouvernement ses difficultés, voire son incapacité à prendre des mesures claires, des mesures intelligibles, des mesures compréhensibles par tous. Vous avez réagi vendredi dernier encore suite aux annonces du Premier ministre. On le comprend en filigrane aussi dans vos propos. Quelles sont les décisions ou l'absence de décision qui vous pose problème, et parce que nous sommes aussi à Sciences Po, on a envie de vous poser la question, en fait, pourquoi selon vous est-ce si compliqué de communiquer sur cette crise? Parce qu'il y a des sujets plus profonds. Je pense d'abord que la classe politique, j'en suis, donc je peux vous en parler en connaissance de cause, a du mal à s'exprimer. Vous remettiez votre micro en route. Et moi, je n'y touche pas. Il doit y avoir un esprit malin qui y touche, parce que bon, bref. Ce que je crois, c'est que la classe politique doit apprendre à dire d'abord, je ne sais pas, quand ils ne savent pas, doit apprendre à dire, je me suis trompé. Et ça change tout. Moi, j'ai écrit un certain nombre de gens qui nous gouvernent, sans dire lesquels, que s'ils avaient dit dès le mois de mars, bref, voilà, nous n'avons pas suffisamment de masques pour tout le monde, nous allons les réserver. Ils sont utiles, mais on n'en a pas et on va les réserver au personnel médical. Je pense que ça serait bien passé. Parce qu'en fait, derrière la parole politique, il y a la question de la confiance. C'est quand même assez intéressant. Ça ne remonte pas ni à Emmanuel Macron, ni à Édouard Philippe, ni à la crise du Covid. Mais c'est quand même intéressant de voir que dans toutes les études d'opinion, regardez le baromètre Eurostat, la question de la confiance en France est quelque chose d'extrêmement émoussé. Les gens n'ont pas confiance. Donc, je pense qu'il faut qu'on réinvente une parole politique au sens grec, ce sont les élus, ce sont les sachants, les clercs, dit Julien Bada. Tous ces gens-là doivent apprendre à parler un peu comme les gens, c'est-à-dire dire je me suis trompé, voilà ce qu'il aurait fallu faire, voilà ce qu'on n'a pas fait. Et là, du coup, on retisserait une confiance. Or, on a l'impression que la parole n'est pas vraie. Et par exemple, regardez la semaine dernière, annonce en roulement de tambour que, attention, vous allez voir ce que vous allez voir, il va y avoir des mesures très, très importantes qui vont être prises. Bon, ça, on doit être mardi. C'est Delfrécy qui dit ça. Donc, je sais pas, moi, je dirais à un malade, je vous ai examiné, écoutez, je suis inquiet, on va prendre des mesures très graves, mais je ne vais pas vous dire lesquelles. Et je vais vous le dire à la fin du mois, vous me diriez, le patient serait mécontent et il aurait raison. Et donc, finalement, le Premier ministre prend la parole, n'annonce pas grand-chose, si ce n'est qu'il dit qu'on va annoncer des choses. Et il repousse à lundi, probablement sagement d'ailleurs, parce qu'à Marseille et à Bordeaux, ils n'étaient pas d'accord, les pouvoirs publics locaux n'étaient pas d'accord. Donc, je pense qu'il y a une vraie question de parole politique, de confiance, il faut retisser ça. Ça, c'est un sujet, et c'est probablement un des sujets principaux. Bon, après, c'est vrai, il y a eu des problèmes logistiques, très clairs. Il nous a manqué beaucoup de choses, un peu partout dans le monde, il nous a manqué beaucoup de choses, mais on a eu cette difficulté supplémentaire par rapport à d'autres, c'est l'inagilité dans la prise de décision. Et au fond, je pense que cette crise nous a appris une chose, nous a rappelé une chose, c'est la vertu des circuits courts de décision, à tous les niveaux. L'État n'a pas fourni de masques, et mairies en ont fourni. Les agences régionales de santé n'ont pas été capables d'organiser les hôpitaux pour faire face à cette histoire incroyable. Et ce sont les hôpitaux eux-mêmes qui ont pris la main et qui ont fait fi des recommandations des agences régionales de santé et se sont organisés. Pas le premier malade, enfin, je crois que c'est le deuxième malade
un vieux monsieur chinois de 80 ans, dont à l'époque la presse a parlé, est venu dans mon hôpital, c'était fin janvier. À l'époque, il y avait une organisation extrêmement pyramidale, très française, où quand on voyait dans une urgence de France un cas suspect, il fallait remonter en haut de la pyramide et demander l'autorisation de savoir ce qu'on pouvait faire. Donc le médecin de garde, c'était un samedi dans mon service, examine, pense que c'est un cas de Covid, remonte en haut de la pyramide, et là, le gars qui est là lui dit « Non, non, ce n'est pas un patient Covid, tu peux le relâcher dans la nature. » Il m'appelle, mon médecin m'appelle, j'étais chez moi, et je lui dis « Ben non, c'est probablement un cas Covid. » Entre nous, il avait 80 ans, il avait du mal à respirer, il était chinois. Alors, il ne faut pas avoir fait 15 ans de médecine pour se poser la question. Donc nous l'avons isolé, nous n'avons pas suivi les recommandations. Et c'est probablement ça qui a permis d'éviter accessoirement un cluster dans le 15e arrondissement dès le début février, la fin janvier. Et vous voyez, il faut comprendre que notre organisation extrêmement verticale a vécu. Attendez, Catherine, est-ce que je peux vous rappeler? Allez-y, voilà. Donc, nous sommes, vous connaissez nos institutions évidemment, mais nous sommes extrêmement verticales. Souvenez-vous de ce livre très intéressant, le titre du livre de Jean-François Revel, La Ve République ou l'absolutisme inefficace. Qu'est-ce que ça signifie au fond? C'est que quand vous concentrez tellement les pouvoirs, eh bien, ils deviennent inefficaces quand il faut prendre des décisions rapides et adaptées. Une décision qui a été prise très rapidement par l'Élysée, ça a été la réquisition des masques qui arrivaient sur le territoire national et qui étaient produits, pour les quelques-uns qui étaient produits. Qu'est-ce qui se passe? On réquisitionne les masques, la verticalité très française. Immédiatement, nos chaînes d'approvisionnement qui étaient un fil d'eau se sont interrompues parce que les quelques usines qui produisaient se sont vues interdire de nous envoyer leurs masques par les préfets qui faisaient le job. Donc moi, j'ai écrit rapidement au DIRCAP d'Emmanuel Macron en disant, là, vous êtes en train de nous créer une situation catastrophique. Et vous voyez, la verticalité, elle est absolument nécessaire pour donner de la confiance, pour donner des grandes directives, bien entendu, mais il faut qu'elle s'appuie aussi sur des multiples verticalités locales. Et c'est probablement, je pense, moi j'en étais persuadé depuis longtemps, je pense que les Allemands, d'ailleurs, s'en sont bien débrouillés parce qu'ils ont des pouvoirs publics locaux extrêmement qui ont la santé en main. Je pense qu'il faut qu'on tire les leçons de cette affaire. La confiance et les pouvoirs et les circuits courts. Alors, vous nous disiez dans ce contexte qu'il y a un instant également qu'il y avait eu des problèmes de matériel et de logistique. Fin août, le Premier ministre indiquait que la capacité de test dont la France disposait était l'une des plus importantes du monde. Le gouvernement annonçait alors vouloir monter à court terme à pratiquement 1 million de tests par semaine. Qu'en est-il aujourd'hui? On voit que les laboratoires qui effectuent des tests de dépistage sont surchargés. Il faut plusieurs jours pour obtenir des résultats. Donc, qu'en est-il? Ces délais sont-ils trop longs? Est-ce qu'il y a des problèmes de rupture d'approvisionnement? Qu'en est-il pour vous? Je vais vous répondre sur ce point précis, mais avant, vous avez dit on a le pays qui testons le plus. Mais voilà, ça c'est typiquement la parole que les hommes politiques doivent cesser d'utiliser parce que c'est faux. Vous savez, quand on regarde, on observe le monde politique, vous entendez régulièrement qu'on a le meilleur système de santé du monde, le meilleur système scolaire du monde, la meilleure équipe de football d'ailleurs du monde, et quand on ne gagne pas la Coupe du Monde, on se dit mais alors c'est pas normal. Et quand on se dégrade en point PISA, on dit ce n'est pas normal. Et quand les vieux dans les EHPAD ne sont pas mis en réanimation parce qu'il n'y a pas de place, on ne comprend pas. Non, le vrai sujet, c'est quoi? C'est que le 17 avril, Jérôme Salomon, entendu par l'Assemblée nationale, j'ai réécouté le truc hier soir, annonce que le Premier ministre a lui-même dit, donc probablement 2 jours avant, que la France, au moment du déconfinement, le 11 mai, fera 700 000 tests par semaine. Le 11 mai. En fait, les 700 000 tests par semaine, on y est arrivé, mais simplement fin août. 11 mai, juin, juillet, août. Donc, on a déjà eu un retard considérable de 3 mois sur la montée en charge. Aujourd'hui, on fait plus de 1 million de tests par semaine, ce qui est bien. Sauf que c'est la cacophonie totale. Que montrent les chiffres et c'est toujours pareil. Parce que c'est bien d'avoir de la logistique qui fonctionne, enfin du matériel, mais il faut aussi une organisation derrière.
et il nous a toujours manqué l'un ou l'autre. Et en matière de tests, qu'observe-t-on? Et ça, je vous invite à regarder, vérifier sur les chiffres de Santé publique France depuis le mois d'août. Toutes les semaines, puisqu'il y a un papier qui est très complet qui sort toutes les semaines, vous voyez qu'il y a une augmentation du délai pour se faire tester. Essayez de vous faire tester à Paris, vous allez voir, c'est très compliqué. On met du temps. Et la préoccupation que nous avons, ce n'est pas tant qu'on mette du temps, tant pis, hein, vous mettez du temps, mais c'est que les patients, c'est-à-dire ceux qui ont des symptômes, ou les sujets contacts, d'une certaine manière plus important encore, eux ne peuvent pas se faire tester. Et c'est ça le sujet. Et aujourd'hui, on considère qu'un sujet contact ou un patient doit mettre 5 jours à se faire tester. Entre le moment où il a un premier symptôme et où le test est fait, 5 jours, vous rajoutez 48 à 96 heures pour avoir le résultat. Donc, vous êtes à 7 à 9 jours. Vous êtes contagieux 2 jours avant le premier symptôme. En gros, vous êtes contagieux 9 à 11 jours aujourd'hui en France quand vous avez des symptômes sans pouvoir être testé, sans avoir la certitude que vous l'êtes. Et donc, il y a 2 manières de traiter cette affaire. Soit, tant pis, on décide pendant 11 jours, en attendant le test, on s'isole. Bon, dans ce cas, la France s'arrête de nouveau. Soit, on teste vite pour pouvoir remettre les gens dans l'activité. Donc, la mesure à prendre, elle est assez simple. Elle consiste à donner la priorité aux gens qui sont malades ou aux sujets contacts. Alors, comment? Parce qu'évidemment, les petits malins arrivent au labo en disant « moi, je suis sujet contact ». Donc, c'est très simple. Il faut exiger désormais que pour être testé, il faille une ordonnance d'un médecin. Et évidemment, il ne faut pas recréer le goulot d'étranglement qu'on a dans les labos chez les médecins. Donc, donner la possibilité, à titre exceptionnel, aux pharmaciens, aux infirmières libérales, aux kinésithérapeutes, aux professionnels de la santé en général, de faire des prescriptions de PCR et d'envoyer tout ce petit monde au labo qui devrait, et ces gens-là seront prioritaires. Et puis, deuxième mesure, je crois, c'est de faire en sorte que le test ne soit plus gratuit quand il n'y a pas d'ordonnance. Parce qu'aujourd'hui, vous y allez 3 fois par semaine parce que vous êtes anxieux. Eh bien, 3 fois, vous encombrez la file d'attente. Il y a des gens malades qui sont derrière vous et vous ne payez jamais rien. Et donc, c'est cet ensemble qui fait que nous avons un vrai sujet d'organisation qui pourrait être réglé, mais pour ça, il faut que des décisions soient prises. C'est un vrai sujet, ça, la question des tests, qui m'inquiète. D'ailleurs, vous savez qu'à une époque, on avait dit, et malheureusement on ne le fait toujours pas, on avait dit, les gens positifs en France, on va les mettre à l'abri dans des hôtels, je ne sais pas si vous en souvenez, on va les isoler durant, à l'époque c'était 14 jours, mais ça pourrait être 7, tant mieux, c'est plus rapide. Mais ça, on ne l'a jamais fait, et pourtant, c'est très important, puisqu'on sait que lors du confinement en Chine, mais on n'a pas les chiffres en France, mais je pense que c'est pareil, 75% lors du confinement, et c'est logique, hein, des clusters naissent à domicile. En fait, évidemment, si je vous renvoie à votre domicile contagieux, vous allez infecter votre domicile, quel que soit pendant 10 jours, c'est bien le diable si vous allez toujours mettre votre masque, vous allez toujours vous laver les mains, etc. Donc, il faut isoler, tester, isoler. Et ça, on le sait en théorie depuis longtemps, on ne le fait toujours pas, et c'est extrêmement irritant, extrêmement irritant. Alors toujours en termes de matériel ou de capacité, en mars dernier, le président de la République annonçait la fabrication de 10 000 respirateurs artificiels pour que les hôpitaux puissent faire face à un nouvel afflux de patients en réanimation. La France voulait également atteindre une capacité d'environ 14 000 lits en réanimation sur le territoire national contre 5 000 avant la crise. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il de ces chiffres? Est-ce que ces réanimateurs ont-ils bien été fabriqués et livrés aux hôpitaux français? Et est-ce que la capacité d'accueil a été significativement augmentée? Là, typiquement, tout ce que vous avez dit a été annoncé, vous avez raison de le rappeler, mais tout n'est pas tout à fait vrai. Je vais vous expliquer tout le sujet. En France, nous avons en vitesse de croisière 5 000 lits de réanimation. Des lits avec une infirmière spécialisée, un médecin spécialisé, un respirateur pour vous ventiler pendant plusieurs semaines et des tas d'appareils compliqués. En Allemagne, on a 25 000. Et ils n'ont pas 5 fois plus de population. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand on a eu la vague? D'abord, les 5 000 lits ont été utilisés quasiment uniquement pour le Covid. Ça ne suffisait pas. Donc, du coup, on a ouvert des lits de réanimation ailleurs. Moi, dans mon service, j'ai un couloir avec des prises d'oxygène. On en a fait une unité de réanimation. C'était compté dans les unités de réanimation pour 14 000, mais ce n'était évidemment pas une unité de réanimation. Évidemment pas.
on n'avait pas le matériel ad hoc, on n'avait pas les respirateurs, on n'avait pas le savoir-faire. On a pris des gens de bonne volonté qui sont venus. Donc, ce n'est pas vrai de dire qu'on est monté à 14 000 lits de réanimation. On est monté à 14 000 lits d'hospitalisation dans lesquels on tentait de faire de la réanimation. Et il y avait évidemment une qualité différente entre un vrai lit de réanimation, heureusement, dans ces cas-là, ça n'aurait aucun sens, et un lit qu'on a ouvert à la va-vite. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, très limitant dans la réanimation, c'est évidemment le personnel. Vous ne formez pas un réanimateur comme ça. Un réanimateur, il faut 15 ans pour le former. Donc, on ne va pas du jour au lendemain se dire, tiens, on a 5 000 lits, on va en ouvrir 14 000. Avec quel réanimateur? On devrait, n'importe quelle personne avertie devrait se dire, mais comment fait-on? Alors qu'il nous manque des médecins partout, on est capable de... Non, ça n'existe pas. Donc, là aussi, je pense qu'il y a une mesure qu'il faut prendre. Je l'avais dit à Emmanuel Macron lui-même. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi elle n'a toujours pas été prise. C'est que dans l'Union européenne, le TFUE prévoit que l'Union est en charge de la lutte contre les grandes pandémies et les grands événements sanitaires. Eh bien, justement, faisons le point avec nos collègues des pays voisins, faisons la liste des lits de réanimation à droite à gauche, organisons des transports par des trains sanitaires pré-organisés et pas des trucs à la va-vite comme on a fait. Mais de la même manière, s'il est difficile de transporter les malades, voyons si aujourd'hui au Danemark, ils n'ont aucun malade, est-ce qu'ils peuvent nous prêter des réanimateurs? Vous voyez, la Chine a fait ça. Quand à Wuhan, ça a été la guerre, 43% à Wuhan, du personnel est tombé malade. 43%. Donc il a bien fallu le remplacer. Ils ont fait venir des médecins, des infirmières de partout en Chine. Eh bien nous, c'est pareil. Faisons venir des gens de partout en Chine. Pardon, de partout en Europe, de partout de l'Union. Donc il y a la question du personnel. Et elle n'est toujours pas résolue. Deuxièmement, il y a la question des respirateurs. Le président de la République dit on a acheté 10 000 respirateurs. Mais là aussi, écoutez, on sait que ce n'est pas vrai. On a acheté 10 000 respirateurs, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais on a acheté en réalité 1600 respirateurs de réanimation. 8 400 respirateurs étaient des petits respirateurs grâce auxquels on ne peut pas ventiler les patients qui ont des pathologies graves de Covid. Ce sont des respirateurs de transport pour aller jusqu'au scanner, pour vous transporter éventuellement d'un hôpital à un autre, et encore, et encore. Mais ce ne sont pas des respirateurs de réanimation. Donc, on a acquis des respirateurs, mais pas 10 000, 1600. Et vous voyez, la peinture permanente de tout va bien est très irritante parce qu'il y a un moment où on le sait. Les gens sont beaucoup plus intelligents et avertis qu'on ne le croit. Ce n'est pas parce qu'on a 3 excités sur les réseaux sociaux qui racontent n'importe quoi que les gens racontent n'importe quoi. Globalement, le corps social est assez averti des choses. Et moi, je vous dis, ce n'est pas vrai. On n'a pas 10 000 respirateurs de réanimation en plus, on a 1600. D'ailleurs, je ne sais pas où ils sont. Il paraît qu'on les a. Ce sont les chiffres de la Direction générale de la santé. Merci pour ces précisions. Vous avez évoqué l'Europe de la santé d'une certaine façon, priorité de l'Union. On en dira un mot tout à l'heure parce que je voudrais prendre quelques questions de nos participants. Mais je rappelle que vous avez été également un député européen, donc ça serait intéressant d'avoir votre avis. Une question de nos participants. Vraisemblablement, les nouveaux cas requièrent moins d'hospitalisation. Vous en disiez là aussi un mot tout à l'heure. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà en conclure que les contaminations actuelles conduisent à des formes moins sévères de la maladie ou est-ce que c'est le virus qui, selon vous, est en train de muter? Alors, non. La maladie est aussi grave. Je sais qu'on entend beaucoup de choses, des gens qui racontent de la mutation, du bidule, du machin. Ce n'est pas vrai. C'est toujours le même virus. Il est toujours aussi méchant. Et on a toujours les mêmes malades en réanimation. Il est clair qu'on a plus de jeunes qui viennent nous voir, mais ce sont des gens qui peut-être étaient malades, mais qui étaient restés à leur domicile. Donc il y a un effet de loupe grossissante. Et puis comme on ne testait personne au mois de mars, c'est vrai que beaucoup de gens ont été malades sans le savoir. Ça, c'est très important. Mais quand vous prenez la somme des malades et la partie émergée de l'iceberg, qui sont les patients graves, ce sont les mêmes. Ce sont exactement les mêmes. Donc, on le mesurera rétrospectivement, mais ce sont toujours des patients polypathologiques, au-dessus de 45-50 ans, obèses, diabétiques, insuffisants rénaux chroniques et maladies cardiovasculaires,
très important, ça, c'est un tropisme particulier, alors que la grippe touche plutôt des gens qui ont des maladies pulmonaires. Là, ça touche plutôt des gens qui ont des maladies vasculaires. C'est pour ça que le diabète, qui est une maladie vasculaire, ou l'obésité, qui est une maladie vasculaire, sont touchés. Et puis les patients âgés, très âgés, c'est pour ça que vous avez ce que vous voyez dans les EHPAD. Je vous rappelle que sur 30 000 morts, 10 000 dans les EHPAD. Hein, donc, il y a une question de personnes âgées. Juste un point peut-être sur les lits de réanimation dont j'ai parlé tout à l'heure. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, je vais simplifier à l'extrême. Au fond, on pourrait tout abandonner, on pourrait vivre normalement si on avait beaucoup de lits de réanimation. Alors, ce n'est pas vrai, bien sûr, on tomberait malade, mais le système ne serait pas embolisé. Le système, pourquoi mettons des masques et confine-t-on? Pourquoi a-t-on confiné? C'est parce que le système de santé a été submergé. Pourquoi a-t-il été submergé? Parce qu'il est tout petit. Et quand vous avez une vague qui est comme ça, le système de santé, vous essayez de le protéger. Mais si votre système de santé est beaucoup plus grand, votre vague, en fait, vous n'avez pas besoin de confiner. Plus vous avez de lits de réanimation, moins vous confinez. Les Allemands, 25 000 lits de réanimation, ils ont confiné moins durement. 60% de leur industrie était à l'arrêt, nous 80%, pour les raisons qu'ils avaient plus de marge devant eux. Ils ont une capacité à avancer sans être saturés plus important. Donc au fond, l'élément clé final, c'est le lit de réanimation, il en faut beaucoup, et on n'en a toujours pas plus. Et vous avez bien compris qu'avec la nécessité de soigner, à la différence du mois de mars, ceux qui n'ont pas le Covid, en réalité, on en a moins en pratique pour les patients Covid au mois de septembre, là, qu'au mois de mars, puisqu'on va continuer à soigner, heureusement, les gens qui n'ont pas le Covid. Alors, des lits de réanimation plutôt qu'un vaccin. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Non. Enfin, quand je vous dis les lits de réanimation, c'est évidemment un raccourci pour vous faire comprendre que le confinement est un pis-aller. Le confinement est d'autant plus dur que vous êtes dépourvu de moyens de réanimation. C'est-à-dire que la partie émergée de l'iceberg, les gens graves, vont être nombreux. Voilà. Le vaccin, non, bien sûr. Soit on trouve un médicament, soit on trouve un vaccin. Le médicament, on ne l'a pas. Et manifestement, ce n'est pas près de l'avoir. Le vaccin, il y a un mois, il y avait encore 125 vaccins candidats qui étaient dans les pipelines des laboratoires. Il y a des essais cliniques qui avancent. Et ne vous faites aucune illusion, on ne l'a pas encore. Raisonnablement, on peut espérer l'avoir début 2021. Et encore faudra-t-il le produire, faudra-t-il le distribuer, faudra-t-il choisir à qui on le donne en premier, parce qu'évidemment, tout le monde n'en aura pas en premier. Mais ça, c'est une hypothèse positive. Et on peut se retrouver avec un vaccin qui démontre que finalement, il y a des effets secondaires plus importants, qu'il réactive des maladies, qu'il a des effets secondaires, et puis qui finalement ne sera pas utilisé. Donc le vaccin, on ne l'a pas encore. Il ne faut pas crier victoire. Et alors, justement, on en profite, hein, une consultation en direct avec le chef du service des urgences. Certains de nos intervenants nous demandent, est-ce que l'on doit se faire vacciner contre la grippe? Et si oui, quand? Alors, merci de me poser la question, parce que je laisse oublier, c'est probablement au fond le message le plus important de ce soir, c'est qu'il faut se faire vacciner contre la grippe. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous ne pouvons pas, dans notre système de santé qui est déjà débordé au moment de la grippe tous les ans, on a entre quelques jours et quelques semaines de saturation totale, où il y a vraiment une perte de chance quand vous arrivez avec votre infarctus du myocarde ou votre péritonite aux urgences au moment de l'épidémie de grippe. On est tellement débordé que forcément votre infarctus et votre péritonite risquent d'être traités avec retard. Donc il y a un vrai sujet d'encombrement. Si en plus vous rajoutez la grippe plus le Covid, c'est un problème. Donc protégez-vous contre la grippe en vous vaccinant, et puis vous nous protégerez nous-mêmes parce que ça va faire baisser la vague des gens qui vont venir nous voir. Est-ce que le vaccin contre la grippe est dangereux? Non, c'est un vaccin inactivé, donc il n'est pas dangereux. Il peut donner des petites douleurs à l'injection, des réactions thermiques avec un peu de fièvre dans les jours qui viennent, qui montrent qu'en réalité le vaccin est en train de fonctionner. Mais est-il efficace? Alors, partiellement. C'est-à-dire qu'on considère que l'année dernière, il a été efficace à 35%. Donc, vous voyez, c'est médiocre, mais c'est mieux que rien. Et pour vous casser tout à fait votre morale, il faut que vous sachiez que le vaccin est d'autant moins efficace qu'on est âgé. Parce qu'il y a
pour des raisons physiopathologiques, les vaccins sont moins efficaces chez les patients âgés, alors même que c'est chez eux qu'on en aurait le plus besoin. Mais certains vont vous dire, j'ai été vacciné contre la grippe et j'ai quand même fait la grippe. Oui, c'est possible. Mais le vaccin empêche, enfin diminue, et là c'est très clair, les formes graves. Vous pouvez faire la grippe, mais peut-être que vous la feriez plus gravement si vous n'étiez pas vacciné. Et ce qu'on veut éviter, au fond, c'est pas tant que vous fassiez pas la grippe, c'est mieux si vous ne la faites pas, bien sûr. Mais si déjà on pouvait vous éviter d'avoir la forme grave, avec l'oxygène, l'hospitalisation, voire la réanimation, ben, ça serait bien. Parce qu'en fait, ça donne quasiment les mêmes symptômes respiratoires. C'est un virus, ça donne comme le Covid. Les formes sont il y a des différences évidemment cliniques, hein, mais ça donne des insuffisances respiratoires. Donc faites-vous vacciner, oui, probablement en octobre, comme chaque année. Moi, j'ai demandé à gens qui comptent, je leur ai dit cette année, il faut que vous rendiez obligatoire le vaccin dans les professionnels de santé, ce qui n'est pas le cas. Vous savez que 60% des médecins seulement sont vaccinés, 21% des aides-soignantes. Et aussi bien à l'hôpital que dans les EHPAD. Quand vous n'êtes pas vacciné, que vous êtes soignant, et que vous êtes malade, vous le refilez à votre patient. Et alors, vous imaginez les aides-soignantes ou les infirmières dans une EHPAD qui donnent la grippe à leurs patients, c'est là où on a eu des catastrophes. Donc je pense qu'il faut que les professionnels de santé soient obligatoirement vaccinés. Ça doit désormais faire partie de leurs obligations. Je pense qu'il faut faire vacciner évidemment toute la population dite fragile, pathologie chronique, âge, etc., et les enfants. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Société de pédiatrie qui dit qu'il faut faire vacciner les enfants parce que les enfants sont l'agent de transmission de la maladie dans les familles. Et donc là, il y a du travail parce que vu le niveau de confiance des Français envers les vaccins, on n'a pas gagné. Mais il y a un vrai sujet là-dessus. Simplement, je vous livre cette information comme ça. Ça fait plusieurs jours que j'essaie de savoir si on a acheté assez de vaccins pour toute la population médicale et médico-sociale, plus tous les sujets fragiles, plus tous les enfants. Je n'ai toujours pas la réponse. Donc j'espère qu'on a acheté suffisamment de vaccins. Alors, et pour terminer ce point sur les vaccins, une question complémentaire d'une de nos participantes. Le vaccin contre le pneumocoque est-il utile pour les plus fragiles? Alors oui, mais c'est pas plus ni moins. Pas plus ni moins. En fait, j'ai envie de vous dire que l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de grandes épidémies de plusieurs millions de personnes qui ont le pneumocoque. Donc, on n'est pas débordé en termes de système de soins par une infection, une épidémie à pneumocoque. Ça n'existe pas, heureusement d'ailleurs. Donc, oui, à titre individuel. Mais il y a une épidémie plus importante encore, c'est le rotavirus. Le rotavirus, R-O-T-A-V-I-R-U-S, c'est le virus qui, chez l'enfant, donne ce qu'on appelle la gastro-entérite. 14 000 hospitalisations l'année dernière d'enfants qui ont la diarrhée. Ça encombre les urgences pédiatriques. Et en plus, tenez-vous bien, 20% des formes de Covid chez l'enfant se présentent uniquement sous forme de diarrhée. Et donc, quand vous allez vous êtes urgentiste pédiatrique, vous voyez arriver un enfant qui a de la diarrhée en période Covid, eh bien, vous ne savez pas ce que c'est. S'il est vacciné contre le rotavirus, déjà, ça vous aide dans votre prise en charge et on va plus vite. Donc, il faut que les parents fassent vacciner contre le rotavirus et la grippe. Et il y a un peu de pédagogie à faire. Alors justement, en termes de pédagogie, c'est une question qui nous est posée également par l'une de nos participantes. L'immunité collective et le sens des responsabilités de chacun, point d'interrogation. Là, on s'adresse à la fois aux médecins et aux politiques. Est-ce que les plus fragiles doivent prendre en effet leurs responsabilités et se protéger le mieux possible, et que les plus jeunes et les actifs fassent en sorte de continuer à la reprise, de continuer à contribuer à la reprise de l'activité économique. Donc, est-ce qu'on capitalise sur le sens des responsabilités de chacun, l'unité collective, ou alors est-ce qu'on envisage un reconfinement? Est-ce que c'est une option souhaitable, envisageable, plausible pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, le reconfinement total, vous en voyez les conséquences qui sont majeures en matière économique, en matière de santé publique. On a des morts liées au confinement. À Paris et Petite Couronne, plus 100% de morts subites durant le confinement. Plus 100% de morts subites, pas à l'hôpital, en ville. Pourquoi? Parce que les gens avaient une petite douleur thoracique, n'appelaient pas le cardiologue ni le médecin, ils ne savaient pas où le trouver, ils n'osaient pas déranger. On a plus 100%, on a multiplié par 2 le nombre de morts.
On a des cancers qui n'ont pas été diagnostiqués, qui arrivent aujourd'hui à des phases trop développées pour être opérés. On a une mortalité et une morbidité du confinement. Ça, il faut l'avoir en tête. On ne pouvait pas faire autrement, rétrospectivement, il ne faut pas se raconter l'histoire. Quoique, peut-être que dans certaines régions, on aurait pu ne pas confiner aussi durement, mais bon, ça y est, c'est fait. Ne remuons pas le couteau dans la plaie. Donc, il ne faut pas reconfiner en général, parce qu'on va le payer très cher. Et de toute façon, la France peut-elle se payer de nouveau un arrêt total de son activité industrielle, commerciale? Enfin, on voit bien que ce n'est évidemment pas vrai. Puis, accessoirement, le lien entre pauvreté, qui va évidemment exploser avec le chômage, et état de santé est bien démontré dans la littérature. Plus vous êtes pauvre, plus vous êtes malade, plus vous mourrez. Donc, ce sont toutes ces raisons, micro et macro, qui poussent à il ne faut pas reconfiner. Alors, dans ces cas-là, comment on fait? Oui, il y aura une immunité collective qui va se créer peu à peu, on en est loin aujourd'hui, et qui va faire en sorte que quand vous êtes infecté et que vous guérissez, en théorie, vous avez une immunité. On pense que vous avez une immunité. On ne sait pas de combien de temps, mais on pense que vous avez une immunité. Donc, on pourrait imaginer attendre et que tout le monde s'infecte tranquillement. Sauf que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir, comme on aura un mois de mars, si tout le monde arrête le masque demain, on va avoir des tas de gens qui vont tomber malades en même temps, et mes urgences, là, elles vont être débordées. Et donc, on aura des morts parce que je vais avoir une file d'attente aux urgences de gens pas trop graves, pas trop graves, pas trop graves, très graves, mais qui va être le 5e dans la file. Donc, je ne vais pas le voir, il va mourir le temps que je l'attende. Et puis, bref, la question, c'est l'encombrement, l'overcrowding de nos services d'urgence et de réanimation. Et c'est pour ça que même les sujets jeunes doivent mettre des masques. Parce que quand ils sont malades et qu'ils toussent, qu'ils sont fatigués, ils viennent quand même nous voir. Et ils encombrent les urgences. Et légitimement, hein, c'est un encombrement au sens littéral du terme. Il n'y a pas de jugement moral là-dessus. Ils ne peuvent pas faire autrement. Mais pendant ce temps-là, on ne peut pas soigner les vrais et les très graves. Donc, non, il n'y a pas à réfléchir. Tout le monde doit participer. Alors, est-ce que ensuite les gens sont suffisamment sages? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Un des grands enjeux politiques de l'épidémie, mais qui va largement au-dessus de l'épidémie, c'est la question de la confiance. On ne peut plus avoir cette impression d'absence de confiance. Enfin, moi, je suis frappé de voir un certain nombre d'hommes politiques qui, quand ils se parlent, quelle que soit la chose qu'ils disent, on ne les croit plus. Et là-dessus prospèrent des thèses complotistes, populistes, appelez-les comme vous voulez, qui font que la raison disparaît. Nous devons regagner, enfin nous, c'est vous les intellectuels, vous les sachants, nous les hommes politiques, moi à cheval sur les deux, nous devons regagner la confiance des gens. Et s'il n'y a pas de confiance, il n'y a aucune politique qui n'est possible. Aucune. Alors justement, en termes de désengorgement, d'encombrement, on a une double question, l'une qui est posée par Martine Banderias, la vice-présidente de Sciences Po Alumni, que je salue, et qui vous demande si, pendant la crise et à l'heure actuelle encore, l'hôpital privé a été sollicité, et si ça n'est pas le cas, pourquoi? Et par ailleurs, une autre question de Marie qui nous demande si, afin de contribuer au désengorgement des urgences, ne pourrait-on pas davantage s'appuyer sur les médecins généralistes? Alors, on a beaucoup travaillé avec le privé, hein, mais je crois que ça a été très personne dépendant. Cela a été très... Pardon? Vous pouvez répéter? Cela a été très... Oui, nous, ici en Ile-de-France, on a beaucoup travaillé avec le privé. Oui. J'ai même pas une clinique, la clinique du Parc Monceau, qui est une grosse clinique, qui nous a prêté ces 3 respirateurs de réanimation, parce qu'eux ne faisaient pas de réanimation, ils nous les ont prêtés. Ils nous ont pris des malades. Donc, on a plutôt bien travaillé avec le privé. Il y a le drame, vous savez, en médecine, c'est comme en politique, hein, ce sont les idéologues. Il y a des gens qui détestent le public et d'autres qui détestent le privé, et puis il y a des gens qui ne se parlent pas. Et ça existe aussi en médecine, et ça, c'est évidemment détestable, et malheureusement, ça existe. Alors, on a des exemples. Voilà. Mais ça reste des problèmes de personnes. Je pense que tout le monde a à peu près joué le jeu. Alors, les généralistes, eux, il faut bien comprendre qu'au début de la crise, autant nous, dans les hôpitaux, nous avions du matériel, même s'il y a un moment où, franchement, quand j'écrirai mes mémoires, je raconterai comment on s'est protégé, pas vraiment bien, mais eux, les généralistes, étaient totalement à poil
si je puis me permettre cette expression un peu vulgaire, le 15 mars. Ils n'avaient pas de masque, ils n'étaient pas habillés, ils n'avaient pas ce qu'il fallait, ils avaient peut-être quelques masques, ils n'avaient pas de quoi tenir un mois ou 3 mois, parce que ça a été 3 mois de confinement. Donc, voilà, les généralistes, ils ont fait comme ils ont pu. Donc, on peut toujours dire qu'on va s'appuyer sur les généralistes. De toute façon, vous savez, moi, j'ai écrit le programme santé de Nicolas Sarkozy en 2008. J'ai écrit le programme santé de Sarkozy 5 ans plus tard. J'ai fait le programme santé de la droite. Enfin, j'ai participé au programme santé de la droite lors de la déroute de la dernière élection présidentielle. Là, il y a un truc qu'on met dans tous les programmes. C'est le bon travail entre la ville et l'hôpital. Donc, tout le monde le demande depuis des années. La vraie question, ce n'est pas de le décider, c'est de le mettre en œuvre. C'est ça le sujet. Et d'ailleurs, la politique est un exercice, non pas de théorisation, mais de mise en œuvre. Ceux qui ne savent pas mettre en œuvre, et c'est ce qui s'est passé durant cette crise, ils n'ont pas su mettre en œuvre, quelle que soit l'intelligence des uns et des autres, la question n'est pas là. Et la bonne volonté, d'ailleurs, je n'ai aucun doute sur la bonne volonté des uns et des autres, c'est une question de mise en œuvre. La relation ville-hôpital, il faut qu'elle soit, c'est une question de mise en œuvre. C'est un problème ça commence au berceau. Quand on forme des médecins, il y a une partie très théorique dans les études, et puis après, il y a ce qu'on appelle l'externat. On apprend à voir des malades, on va dans les hôpitaux. On ne va quasiment pas en ville, quasiment pas. Moi, depuis toujours, je pense qu'il faut que les étudiants en médecine fassent 50% de leur temps en médecine de ville et 50% du temps à l'hôpital, alors qu'aujourd'hui, c'est 95% à l'hôpital. Et quand vous aurez créé des relations quasi normales, humaines entre les uns et les autres, quand vous aurez rencontré vous-même des gens qui vous inspirent, eh bien, vous aspirerez vous-même à travailler comme ceux que vous avez vus et que vous avez admirés. Vous savez bien que la vie professionnelle et les choix que nous faisons au début de la vie professionnelle sont souvent les choix de gens qu'on a croisés, qu'on a admirés. Mais là, c'est pareil. Il faut envoyer les gens dans le privé pour qu'ils comprennent qu'il y a aussi des gens bien là-bas. Alors, deux questions peut-être pour terminer. En sortant des frontières de l'Hexagone, je le disais tout à l'heure, vous avez été député européen de 2009 à 2019. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président de la République qui, en juin dernier, indiquait que l'Europe de la santé n'a jamais existé, que cela devait devenir une de nos priorités, c'était Emmanuel Macron. Est-ce que selon vous, cette crise est justement l'occasion d'avancer vers une Europe de la santé? Et si oui, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Bon. Moi, on m'avait dit que quand on faisait Sciences Po, je ne sais pas, je n'ai pas fait Sciences Po, il fallait toujours faire un chapitre sur l'Europe, quel que soit le sujet. Écoutez, ce qu'a dit le président de la République, c'est ce qu'ils disent tous depuis toujours, c'est que l'Europe est le parfait bouc émissaire des dysfonctions nationales. Voilà. C'est vrai que l'Union européenne est en charge, sur les traités, article, je ne sais plus combien, 242, je ne suis pas sûr, est en charge de la lutte contre les grands fléaux, en réalité de la coordination de la lutte contre les grands fléaux. Mais quand vous creusez un peu et que vous regardez avant le Covid, vous notez que la Commission européenne, qui coordonne l'action des États en la matière, demande des renseignements aux États sur leur préparation sur tel ou tel sujet, mais les réponses arrivent au compte-gouttes. Les États ne jouent pas le rôle. Allez sur le site de la Commission européenne. Vous verrez, j'ai été surpris, enfin agréablement surpris, il y avait un technical committee qui se réunissait toutes les semaines depuis le 1er janvier sur la question du Covid. Il y a les comptes rendus qui sont publiés. Et le 31 ou 30 janvier, donc c'est bien, quoi, nous, 30 janvier, le ministre de la Santé, elle commençait à penser qu'elle allait être maire de Paris. Donc c'est vous dire qu'elle avait l'idée ailleurs. La Commission européenne, pardonnez-moi, je les défends parce que je suis irrité de voir l'Europe chaque fois mise au pilori. La Commission européenne fait une réunion des États membres, réunion technique, et le compte-rendu dit problème de ravitaillement en masque, casaque, machin, un truc de protection. Est-ce qu'il y a un problème? Et la Commission européenne fait le tour de table. Et là, il y a 4 États membres qui disent « Oui, nous, on va avoir des difficultés. » 4 seulement. Le compte-rendu ne dit pas quels sont les 4 qui ont levé le doigt. Je serais intéressé de savoir. Donc, si je vous dis ça, c'est pour vous dire qu'il n'est pas juste de dire que l'Union européenne n'a rien fait. L'Union européenne, elle fait aussi ce que les États acceptent de faire. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a le CEPI,
Coordination Epidemic, je ne sais pas quoi. C'est une coordination transnationale où il y a plusieurs États membres qui sont réunis, pas la France d'ailleurs, pas la France, nous on sait faire, on n'a pas besoin, depuis 2015 pour l'élaboration de vaccins contre des maladies particulièrement redoutables, typiquement le Covid. Et donc, évidemment, il y a la Commission européenne là-dedans, il y a peut-être l'OMS aussi, il y a quelques pays membres, quelques pays qui ne sont pas dans l'Union, mais il n'y a pas la France. À nous, on dit, on va se débrouiller tout seul, on est grand, on a le meilleur système de santé, donc ce n'est pas nécessaire. Et nous rejoignons ce CEPI qu'en février 2020, en catastrophe, quand on voit que le truc est en train de nous tomber sur la figure. Donc, c'est une très grande habitude française, tous les gouvernements confondus, qui consiste à, quand ça ne va pas, dire, regardez, quand même, ils ne sont pas bons en Europe. Mais pardon, qui n'a pas condamné de masque? Ce sont les États membres. Pourquoi on a 5 000 lits de réanimation là où les Allemands en ont 25 000? C'est la Commission qui nous a interdit d'en ouvrir? Je ne crois pas. Hein, je ne crois pas. Donc, je trouve que c'est un peu facile, si vous voulez, de mettre sur le coup de la Commission. Il est probable que la Commission, qui a des allures très technocratiques, et dont je connais aussi tous les défauts, et qui a un agenda qui doit passer par une lenteur à la prise de décision, je connais tout ça, a mis du temps à se réveiller. Mais la Commission toute seule, que peut-elle faire si derrière le Conseil n'agit pas, si les États membres ne se bougent pas? Donc attention, c'est un peu facile de taper sur l'Europe parce que de toute façon, comme l'Europe c'est personne, l'Europe ne se défendra pas. C'est facile ça. Donc non, ce n'est pas l'ancien député européen qui parle, c'est l'observateur que, pardon, qu'est-ce qui empêchait le ministre de la Santé français d'aller à Bruxelles, de demander une réunion des ministres de la Santé et de dire, bon, bah, écoutez les amis, où y a-t-il des lits de réanimation de libre? Moi, je l'ai écrit à Emmanuel Macron. Nous avons échangé plusieurs fois, très nombreuses fois durant la crise. Je lui ai dit, mais organisez des trains sanitaires vers les États membres qui ne sont pas surchargés, faites des choses comme ça. Mais vous savez, en France, on sait tout faire, on se débrouille tout seul, etc. C'est un grand classique. Je rappelle quand même que depuis la campagne d'Austerlitz, la France n'a jamais gagné une bataille toute seule. Quelques défaites, et nous n'avons jamais gagné une bataille tout seul. Et en termes, toujours en tant qu'observateur, est-ce qu'il y a, selon vous, un ou des pays qui ont mieux géré la crise, bien géré la crise Mais oui, mais d'ailleurs, c'est assez intéressant. Pour mes mémoires dont je vous parlais tout à l'heure, je relis mon carnet de notes parce que je suis de ceux qui tiennent un journal. Et je lui lis que le président de la République fait une déclaration juste avant le 11 avril, en gros un mois avant le 11 mai. On doit être peut-être le 10 ou le 12 avril. Et il dit, regardez, ça s'est pas mal passé, en tout cas pas moins mal qu'ailleurs. Et qui prend-il comme exemple? Il prend l'Espagne et l'Italie. Ah oui, d'accord, on peut prendre l'Espagne et l'Italie. On aurait pu prendre aussi l'Iran, vous voyez. Mais la question n'est pas là, c'est qu'il faut se comparer aux meilleurs. Moi, quand j'étais en classe et que je revenais avec une note, ma mère ne me demandait pas si j'étais meilleur que le cancre. Elle me demandait si j'approchais le niveau du meilleur. C'était rarement le cas, mais c'était ça l'objectif. Les Allemands étaient meilleurs. Regardez, il y a 10 000 morts en Allemagne. Alors, la comptabilité morbide est très complexe, hein, parce que qui est mort de quoi, tout ça c'est complexe. Mais quand vous arrivez à un ratio de 1 sur 3, 10 000 chez eux, 30 000 chez nous, vous pouvez vous dire que quelle que soit la méthode de calcul, il y a quand même une différence. Et je vais vous dire, il y a une vraie différence. C'est organisé, c'est décentralisé, ça c'est fondamental. Je suis un de ceux qui plaident pour que le système complexe hospitalier français soit décentralisé auprès des régions. La décentralisation, c'est ça qui redonne de la niaque aux politiques publiques, c'est ça qui les rend plus efficaces, c'est ça qui les rend plus vertueuses, plus efficaces, plus agiles. Et bien, c'est ce qu'ont les Allemands. 10 000 morts, 30 000 morts, voilà. Merci beaucoup. Il nous reste 1 minute. Je vous propose que l'on termine par une question qui nous est posée, toujours dans le cadre de cette grande consultation, docteur, que vous nous accordez, concernant la fiabilité de certains tests. Et vous avez posé la question de la fiabilité notamment des tests antigènes
dont les résultats donc, sont donnés en 30 minutes, et des tests salivaires. Voilà, qu'en est-il de la fiabilité de ces tests? Juste, je vois M. Jean-Philippe Mollet qui dit la décentralisation américaine n'a pas été fameuse. Oui, certes, mais je vous rappelle quand même qu'en France, tout ce qui marche bien, c'est que ce sont les pouvoirs publics locaux qui les prennent en charge. Là, je suis maire. Hein. J'ai plus de policiers dans mon commissariat de police. J'ai désormais une police municipale. Les lycées étaient à l'abandon quand l'État les gérait. Depuis que les régions s'en occupent, au moins la pâture est refaite de temps en temps. Pareil pour les collèges. Donc la décentralisation, elle a une vertu. C'est que l'exécutif est à portée d'engueulade. Et en démocratie, c'est important parce que c'est un aiguillon important. Sur les tests, comprenez bien qu'en fait, il y a 4 types de tests. Le test PCR, je vous mets avec un prélèvement nasopharyngé. C'est très désagréable. Il faut évidemment le mettre très, très au fond, sinon si je vous mets juste à l'entrée de la narine, je ne prélève rien et le test est négatif. Mais ça demande des gens pour tester et ça prend du temps. C'est pour ça qu'il y a des embouteillages et qu'on n'arrive pas à tester correctement en France. Deuxième hypothèse, la possibilité d'une test PCR, donc c'est la même technique, sauf qu'on prélève la salive. Et là, l'idée serait de donner au patient lui-même les couvillons pour qu'il se récupère la salive. Donc on gagnerait du temps sur le prélèvement. Ça, le test salivaire, il y a un papier du New England Journal of Medicine qui a montré que c'était aussi efficace que le test nasopharyngé, à certaines conditions de prélèvement. En particulier, il ne faut pas que vous soyez lavé les dents avant, parce que sinon, il n'y a plus rien dans la bouche. Mais il ne faut pas que vous ayez mangé un Big Mac avant, parce que vous n'allez pas prélever que du virus. Donc, il y a des conditions techniques de prélèvement qui ne rendent pas la chose aussi aisée que ça, mais c'est probablement quelque chose qui va nous permettre d'aller plus vite. Il y a troisièmement des tests par prise de sang qui permettent de regarder si vous avez des anticorps. Donc, si vous avez été infecté il y a 15 jours ou il y a 3 semaines, donc ce n'est pas utile pour porter le diagnostic de la maladie, mais pour voir si vous avez été infecté. Enfin, il y a ce qu'on appelle les tests antigéniques, qui consistent simplement à prendre le virus, à le mettre sur une petite lame dans laquelle il y a des anticorps, et on voit la réaction colorimétrique, c'est-à-dire que si l'anticorps reconnaît qu'il y a un antigène, c'est-à-dire le virus, la couleur change, et vous avez le diagnostic. Donc ça peut se faire sur divers prélèvements, ça peut être au fond du nez, ça peut être au fond de la gorge, et ça sera évidemment quelque chose qu'on pourra faire aux urgences directement sans envoyer au laboratoire, avec parfois 24, 48, 96 heures de rendu. On a la réponse en quelques minutes. Ça pourrait être fait chez le pharmacien, ça pourrait être fait chez l'infirmier, chez le médecin généraliste. Il faut simplement qu'on soit d'accord sur la sensibilité et la spécificité du test. Mais la question, vous avez raison, c'est qu'il faut qu'on passe à la vitesse supérieure et qu'on utilise des moyens qui nous permettent de tester beaucoup plus facilement, rapidement les malades. Le vrai sujet, vous l'avez compris, c'est les malades. Très bien, docteur Juvin, il est 19h33. Nous vous remercions très chaleureusement pour le temps Merci de votre accueil que vous nous avez accordé, que nos meilleurs voeux de bonne santé vous accompagnent dans votre mission. Si vous en êtes d'accord, nous vous donnons un rendez-vous dans quelques mois pour faire un point d'étape après cette première conférence de rentrée. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et chers et chers amis, je souhaite également à toutes et à tous une très bonne fin de journée, bonne rentrée à Sciences Po Alumni et à très bientôt sur nos écrans ou en présentiel pour la reprise de nos activités. Docteur Juvin, encore merci. Bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Shit, j'ai raté.